Salut tout le monde. Ce soir, nous allons parler d'un fléau silencieux, d'un monstre sans griffes et sans dents, qui ne rugit pas, mais qui s'étire lentement sur les champs et les collines. La sécheresse. Dans les terres agricoles du Moyen Âge, ce n'est pas le dragon ou la peste noire qui vous terrifie le plus. C'est l'absence d'une seule chose, la pluie. Pas une pluie diluvienne, non. Juste quelques gouttes régulières pour nourrir la terre. Quand elle cesse de tomber, vous ne le réalisez pas tout de suite, mais vous ne survivrez probablement pas à ça. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et dites-moi dans les commentaires où vous êtes et quelle heure il est là chez vous. J'aime bien imaginer tous ces petits villages numériques qui s'endorment en même temps. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous traînez vos sabots dans une cour de ferme battue par le soleil. Le gravier crisse sous vos pas comme si la terre râlait doucement. C'est le début de l'été, un été sans hâte mais sans merci. Le ciel est d'un bleu trop uniforme, un bleu sans émotion, presque paresseux. Vous levez les yeux. Pas un nuage, pas même une promesse de nuage. Les premiers signes ne sont pas spectaculaires. Pas de vent hurlant, pas d'orage terrifiant, juste un matin où vous remarquez que l'herbe jaunit plus tôt que d'habitude. Et les orties, pourtant invincibles d'ordinaire, paraissent fatiguées. Même elles n'ont plus envie de piquer. Le puits commence à tousser quand on y plonge le seau. Un bruit sec, comme une vieille gorge. Vous rapportez un seau à moitié rempli, l'eau tiède et poussiéreuse. En secouant la corde, vous marmonnez un juron inoffensif, quelque chose que même le curé ne condamnerait pas. Mais dans le regard de votre mère, il y a déjà de la peur. C'est une peur silencieuse, celle des anciens. Ils n'ont pas oublié la sécheresse de 1315, ni celle de 1283, ni celle d'avant votre naissance, celle où le vieux Guibert prétend avoir bu de la boue et s'être senti plein pendant 3 jours. Il ment, évidemment, mais vous l'écoutez quand même. Chaque jour devient une répétition du précédent. Les arbres ploient comme s'ils portaient une chaleur sur les épaules. Les feuilles s'enroulent sur elles-mêmes, comme pour cacher leur honte de ne plus être vertes. Vous voyez les abeilles sortir plus tôt le matin, chercher, explorer, repartir les pattes vides. Le pain a un goût plus rêche. La farine est moins blanche, plus grossière. Vous commencez à rationner le beurre, mais sans le dire à voix haute. Tout le monde le fait. Tout le monde fait semblant que non. Un jour, en traversant le champ avec votre houe, vous remarquez qu'enfoncer la lame dans le sol est plus difficile. La terre est devenue croûte. Vous frappez plus fort. Rien ne cède. Alors vous vous asseyez, le manche en travers des genoux, et vous regardez l'horizon. Toujours ce ciel implacable, toujours ce bleu qui vous nargue. Les anciens du village organisent une procession. On sort la statue de Saint Médard, le patron des pluies, un peu bancal, un peu moisi, mais toujours fidèle au poste. On chante, on pleure, même un peu. On promet d'être meilleurs chrétiens, de moins jurer, de jeûner un jour de plus si le ciel daigne nous écouter. Mais le ciel reste sourd. Ou peut-être qu'il écoute, mais qu'il n'a tout simplement pas envie. Les jours s'allongent. Le soleil semble ne jamais vouloir se coucher. Les nuits ne rafraîchissent rien. Vous dormez en chemise, sur la paille, le dos humide. Parfois, une souris passe sous votre bras. Vous ne bougez même pas. Vous êtes trop fatigué. Pas physiquement. Une fatigue plus profonde, comme si le monde lui-même vous pesait. Un fait qu'on oublie souvent. Les sécheresses, dans le Moyen Âge européen, n'étaient pas toujours des catastrophes soudaines. Elles rampaient, et parce qu'elles rampaient, les gens s'y enfonçaient sans comprendre qu'ils y étaient. Les historiens se disputent encore pour savoir si certaines de ces sécheresses étaient aggravées par des mini-phénomènes climatiques,
ou si c'était juste la fatalité d'un ciel capricieux. Un matin, vous entendez un bruit étrange, le cri d'un coq déshydraté. Même lui semble surpris par sa propre voix. Le poulailler sent le roussi, au sens propre, le bois à chauffer au point de brûler à la moindre étincelle. Vous vous souvenez que le cousin Jacques a perdu sa grange ainsi, l'année dernière. Une simple étincelle de lanterne et tout a flambé. Les enfants ne courent plus autour du puits. Ils s'asseyent à l'ombre, la bouche pâteuse, les joues rouges. L'un d'eux lèche une pierre fraîche sortie du fond de la cave. Il dit que ça aide à saliver. Vous commencez à surveiller le ciel comme on surveille un débiteur qui tarde à rembourser, avec espoir mêlé de rancune. Et puis vient ce jour où un de vos voisins dit la phrase interdite. « Je crois qu'il va falloir vendre une vache. » Personne ne répond. Pas parce qu'il a tort, mais parce qu'il a raison. Vous vous réveillez avec une sorte de tension dans l'air. Pas la tension d'une dispute, non. Celle d'un silence prolongé entre deux sons attendus. Le genre de vide qui suit un tonnerre, sauf qu'il n'y a pas eu de tonnerre. Et depuis des semaines, il n'y a rien eu du tout. Le ciel continue à faire semblant de ne pas entendre vos prières. Il reste là, tendu comme un linge propre, sans pli, sans vie. Et justement, aujourd'hui c'est jour de prière. Pas la messe normale du dimanche. Une procession spéciale. On sort les croix, les bannières, même les enfants habillés en petits anges avec des ailes en toile qui grattent. Les villageois défilent pieds nus sur les pierres brûlantes du chemin. Les cloques, c'est pour faire bonne impression auprès du ciel. On chante des litanies, on entonne des psaumes, parfois même à l'envers, parce que quelqu'un a dit que ça marche mieux ainsi. La pluie, c'est l'affaire de Dieu. Et si Dieu ne répond pas, alors c'est sûrement que quelqu'un ici a fait quelque chose de très, très vilain. Voilà l'esprit du moment. La sécheresse devient une enquête collective. On fouille dans les secrets, les vieux péchés, les petites jalousies. Vous savez que Margot a été vue ramassant des herbes derrière l'église et que le jeune Blaise parle dans son sommeil, en latin. Personne ne sait s'il est possédé ou juste doué. Les croyances populaires sont un patchwork improbable. Certains disent qu'il faut suspendre une grenouille à l'envers dans une cruche pour faire pleuvoir. D'autres jurent que marcher à reculons autour du puits peut attendrir le ciel. Il y a même ce vieil homme, Hugo, qui enterre des morceaux de pain rassis près des racines des arbres pour nourrir la terre. C'est noble ou fou, ou les deux. Un fait qu'on oublie souvent, c'est que l'Église médiévale n'avait pas de méthode officielle pour gérer le climat. Elle improvisait, on organisait des rogations, ces processions spéciales qui visaient à demander la pluie, mais elles variaient d'un coin à l'autre. Parfois c'était 3 jours, parfois 9, parfois avec des chants, parfois dans un silence absolu, juste le bruit des pieds nus sur le sol. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces pratiques avaient un effet sur la cohésion sociale, ou si elles servaient juste à détourner la frustration collective vers quelque chose d'invisible et donc plus facile à pardonner. Et vous, dans tout ça, vous marchez aussi. Parce que tout le monde marche, même si vous avez des ampoules, même si vous trouvez ça absurde. Parce que l'absurde, c'est parfois tout ce qui vous reste. Dans la foule, une vieille femme murmure qu'elle se souvient d'un été où il avait plu, après qu'un enfant avait été suspendu par les pieds au clocher. Pas jusqu'à la mort, précise-t-elle. Vous espérez qu'elle invente. Vous croisez le regard du curé et vous jurez avoir vu passer une ombre d'inquiétude. Les cloches sonnent encore une fois. 3 notes lentes. Un avertissement, une supplication, ou juste l'habitude, comme quand on éternue même sans rhume. Et puis, quelqu'un ose poser la question que tout le monde pense. Et si c'était la fin des temps? Le curé se racle la gorge. Il n'a pas la réponse. Il vous rappelle simplement que Job aussi a souffert et que Dieu a fini par le récompenser. Ce qui n'est pas très rassurant quand on se rappelle tout ce que Job a enduré avant la fameuse récompense. Entre autres, la perte de ses enfants, ses bœufs, sa santé, son bétail. Pas vraiment le plan d'espoir que vous espériez. Le soir venu, vous regardez la lune. Elle est pâle, absente.
même elle semble en grève. Le ciel est vaste, vide, inutile. Il ne promet rien, il nargue. Vous entendez votre père dire à mi-voix, « Le ciel est fâché ». Puis il se tait, parce qu'il n'a pas envie d'expliquer plus, et parce qu'il sait que vous comprenez déjà. Une anecdote étrange circule dans le hameau voisin. Un village aurait vu tomber de la pluie noire. Certains disent que c'était un signe du diable. D'autres pensent que c'était juste de la suie emportée par le vent d'un incendie. Mais peu importe. Le mot pluie est ce qui attire l'attention. Même maudite, même sale, on la voudrait. Vous vous endormez ce soir-là en écoutant un silence plus lourd que d'habitude. Même les insectes ont renoncé à faire du bruit. L'air est épais, comme si le monde retenait sa respiration. Et vous, dans tout ça? Vous espérez encore, parce qu'en l'an 1347, espérer, c'est tout ce qu'on vous laisse. Et puis, vous rêvez d'eau. Pas d'une rivière majestueuse, non. Juste d'une flaque, une de ces petites mares qui se forment sur les chemins. Celle où vous sautiez quand vous aviez 5 ans. Vous vous réveillez avec la bouche sèche et l'envie furieuse de lécher le coin d'une pierre. La lumière du matin n'a rien de neuf. Elle ne danse pas, elle ne perce pas les nuages, puisqu'il n'y en a toujours pas. Elle tombe juste, morne, sur les sillons craquelés des champs. Vous marchez en silence vers votre lopin de terre, espérant un miracle. Mais vous ne trouvez qu'une terre morte. Les semences ont été mises en terre, comme chaque année. Pas trop tôt, pas trop tard. Vous avez respecté les saints de glace, écouté les recommandations de l'ancien du village, même murmuré une prière en les plantant. Mais rien ne pousse. Les graines ne germent pas. Ou si elles le font, elles s'arrêtent vite, comme si elles avaient changé d'avis. Un fait historique majeur à souligner, dans le monde paysan médiéval, les semailles étaient tout. Elles rythmaient la vie, elles représentaient l'espoir condensé en une poignée de grains. Et lorsqu'elles échouaient, tout l'équilibre s'écroulait. La nourriture, les redevances, les offrandes religieuses, la semence pour l'année suivante. Même les mariages étaient retardés dans l'attente d'un pain qu'on pourrait servir. Ce jour-là, vous passez 1 heure à observer vos sillons, à creuser ici et là, à humer la terre qui ne sent plus rien. Pas de traces de vie. Pas de vers de terre. Même les insectes ont déserté. Vous finissez par vous asseoir, les bras ballants, comme si vous attendiez que la terre s'excuse. Les autres paysans vous croisent en silence. Chacun évite le regard de l'autre. On commence à comprendre que ce n'est pas juste un retard, pas un petit contretemps climatique. C'est un échec. L'anecdote que vous entendez le soir même au coin du feu est sinistrement drôle. Au village voisin, un homme aurait essayé d'uriner sur ses semences pour les bénir. Il aurait fini par se blesser à force de se contorsionner dans tous les coins de son champ. Apparemment, même l'humour n'a pas survécu à cette sécheresse. Dans les fermes, on commence à replanter ce qui reste. En désespoir de cause, on enterre des fèves là où on avait mis du seigle, on essaie la lentille à la place de l'orge. C'est du bricolage, mais ça occupe les mains. Ça empêche la panique de trop monter à la tête. Vous remarquez aussi un petit manège étrange. Certains villageois commencent à regarder le champ des autres un peu trop longuement. Il y a cette envie muette de savoir si quelqu'un réussit mieux. Et s'il réussit, alors, il doit avoir un secret. Peut-être un pacte. Peut-être une source cachée. Les historiens débattent encore sur les tensions sociales provoquées par les sécheresses médiévales. Pour certains, elles renforçaient la solidarité. On se serrait les coudes. Pour d'autres, elles fissuraient tout. Les amitiés, les alliances, les communautés elles-mêmes. Votre grand-mère marmonne qu'elle a vu une chose étrange. Un oiseau mort sur le toit, les ailes déployées. Elle y voit un signe. Vous y voyez juste un corbeau malchanceux. Mais quand même, vous dormez cette nuit-là avec la porte bien fermée. On ne sait jamais, ni des oiseaux, ni des gens. Vous repensez au calendrier agricole accroché à l'entrée de l'église.
Il y a encore des mois à tenir avant les prochaines semailles. Et cette pensée vous serre la gorge, parce que vous savez que le temps, dans ces circonstances, ne travaille pas avec vous. Il vous regarde, il vous jauge, et il s'étire. Dans les jours qui suivent, on commence à faire des mélanges. De la farine avec du gland moulu, de la paille râpée avec un peu de graisse, du pain noirci par des cendres pour tromper la faim et faire croire à quelque chose de comestible. Vous n'en mangez pas vraiment. Vous mâchez et vous avalez en espérant que ça ne reviendra pas. Un matin, vous surprenez un garçon de 10 ans en train d'essayer de planter un radis sous la margelle du puits. Il vous dit que c'est là qu'il fait frais. Vous ne le corrigez pas, vous lui donnez un peu d'eau. C'est idiot, mais c'est touchant. Et puis, la question interdite commence à se chuchoter. Et si on n'avait rien du tout à récolter cette année? Vous l'entendez sortir de la bouche d'un vieil homme, presque en secret. Elle flotte dans l'air comme une menace. Dans une ferme plus loin, on abat un cochon. Pas pour une fête, non. Juste parce qu'il n'y a plus rien pour le nourrir. La viande est salée, stockée, distribuée entre les voisins. Et ce soir-là, vous mangez un repas correct. Mais personne ne parle. On mastique lentement, comme si la joie avait un goût étrange. Vous rêvez cette nuit d'un champ où les plantes poussent dans silence, mais au ralenti, comme dans un rêve visqueux. Vous vous réveillez en sueur. La terre est toujours là, et elle est toujours vide. Vous marchez vers l'étable d'un pas lourd, presque résigné. Le bois du portail gémit sous vos mains, comme s'il anticipait déjà la tristesse de ce que vous allez voir. À l'intérieur, l'odeur est différente, moins forte, moins vivante. Les animaux ont cessé de produire les odeurs habituelles de la ferme. Plus de fumier chaud, plus de vapeur humide au lever du jour. Juste un air sec et le silence du bétail qui ne rumine plus. Votre vache la plus vieille, Berthe, celle que vous n'aimez pas vraiment mais que vous connaissez par cœur, ne s'est pas levée ce matin. Elle est couchée, les yeux à moitié ouverts, respirant lentement. Le veau à côté d'elle la pousse du museau, espérant encore un peu de lait. Mais il n'y a rien, pas une goutte. C'est le début de la fin pour vos bêtes. Et vous le savez, l'herbe est rare, le foin est fini depuis des jours, et les feuilles des haies sont aussi croquantes qu'un vieux parchemin. Certains du village ont commencé à couper les toits de chaume pour nourrir les chèvres. Oui, on en est là. Vos propres bottes sentent déjà le foin rôti. Un fait peu évoqué dans les livres d'histoire. Dans les périodes de sécheresse, les pertes de bétail étaient parfois plus dévastatrices que les pertes de récolte. Car les animaux, c'était la richesse mobile. Le lait, la viande, l'engrais. Et parfois, la chaleur dans les longues nuits. Sans eux, c'est une chaîne entière qui se brise. Vous entrez dans la grange et remarquez une chose absurde. Le tas de fumier ne pousse plus. Oui, même le fumier. Et vous vous surprenez à vous en inquiéter, parce qu'il servait à enrichir la terre, parce qu'il était la preuve que quelque chose mangeait encore. Les mouches ont disparu, les oiseaux aussi. Vous regardez les mangeoires vides, les seaux remplis d'un rien. Vous portez de l'eau au cheval, qui vous regarde avec un œil humide, comme s'il vous jugeait de ne pas avoir plus à lui offrir. Vous lui caressez la nuque, puis vous repartez en retenant un soupir, une anecdote que votre voisin vous raconte ce jour-là. En 1272, dans le nord du royaume, une famille aurait fait boire à leurs vaches une mixture à base de vin, diluée avec de l'argile. Ils pensaient que cela rafraîchirait le sang de l'animal. Résultat, les bêtes sont tombées ivres et ont écrasé leur propre clôture. Tragique et un brin comique, si vous n'étiez pas déjà à bout de nerfs. Ce soir-là, un événement inhabituel a lieu. Les cloches sonnent au coucher du soleil. Ce n'est pas un enterrement. C'est un appel à la prière pour le bétail. Oui, une messe spéciale. Pour les vaches. On prie pour qu'elles survivent, qu'elles ruminent encore un peu, qu'elles donnent du lait pour les enfants. Même le curé, pourtant peu enclin à sortir du dogme, admet qu'il faut prier pour
les créatures de Dieu qui nourrissent les petites âmes. Vous allez à la messe, bien sûr, parce qu'on n'a plus que ça. À l'église, les bancs craquent sous le poids des corps amaigris. Les femmes prient à voix basse, les hommes gardent leur chapeau sur le cœur. Et dans un coin, une enfant a amené sa poule préférée. Elle la tient dans ses bras comme une peluche. La poule dort. Les historiens se disputent encore pour savoir dans quelle mesure la religion rurale médiévale s'adaptait aux réalités agricoles. Certains parlent d'un pragmatisme touchant, des bénédictions de troupeaux, de l'eau bénite versée sur les sillons. D'autres y voient juste un bricolage superstitieux pour masquer la peur de l'inconnu. Mais pour vous, à cet instant, peu importe. Vous avez envie de croire. Dans les jours qui suivent, des disputes éclatent. Une chèvre volée. Un mouton qu'on aurait entendu bêler dans une grange qui n'en a plus. Des soupçons, des regards en coin. Le genre de tension qui gratte sans éclater. Pas encore. Vous croisez votre oncle, les bras chargés de racines. Il a creusé près de la rivière à sec. Il dit qu'il a trouvé des carottes de miséricorde. En réalité, ce sont des racines fibreuses et amères. Mais il sourit, parce que mâcher quelque chose, c'est toujours mieux que rien. Un matin, en allant chercher de l'eau, vous apercevez une silhouette étrange au loin. Un homme qui parle à sa vache comme à un enfant. Il lui raconte des souvenirs. Il lui promet des jours meilleurs. Vous baissez les yeux. Vous comprenez? Et puis, au détour d'un sentier, vous trouvez une chose précieuse. Une touffe d'herbe encore verte, à l'ombre d'un rocher. Vous la regardez un long moment. Vous hésitez. La couper? La laisser? Finalement, vous la caressez du bout des doigts, comme pour vous rappeler ce qu'était la vie. Cette nuit-là, le vent se lève un peu. Il est tiède, poussiéreux, inutile. Mais vous l'écoutez quand même, comme s'il portait un message. Et dans votre rêve, vous voyez une vache sauter dans un pré immense, pleine de force et de lait, sous un ciel couvert. Vous vous réveillez en souriant, puis vous entendez une cloche, une vraie, dans le lointain, mais pas celle de l'église, celle du cou d'une bête. Le jour se lève, mais rien ne bouge. Pas de roulement d'eau, pas de vrombissement du moulin, pas même le grincement habituel des meules qu'on entendait, autrefois, même depuis le champ. Vous tendez l'oreille. Rien. Le moulin du village est arrêté. Cela peut sembler anodin, mais dans votre monde, un moulin silencieux, c'est comme un cœur qui s'arrête de battre. Vous passez devant l'ancien cours d'eau. Il n'a plus rien d'un cours. Juste une bande de galets secs, un lit oublié. Le petit barrage qui guidait l'eau vers la roue ne retient que des souvenirs. Vous vous penchez sur une pierre, elle est brûlante. Là où l'eau caressait la mousse, il n'y a plus que des lézards, surpris d'être devenus les seuls habitants du ruisseau. Le meunier est là, assis sur le seuil de son moulin, le menton dans les mains. Vous échangez un regard. Il ne dit rien. Il n'a plus rien à moudre. Il n'a plus rien à dire. Un fait historique majeur. Les moulins étaient le centre névralgique du village médiéval. Ils transformèrent le grain en pain, l'effort en subsistance. En France, en Angleterre, dans tout le monde chrétien, la meule tournante était aussi essentielle que le clocher. Sans eau, elle devient un monument à l'impuissance. Le problème, c'est que même si vous aviez du grain, ce qui n'est pas le cas, vous ne pourriez rien en faire. Les rares paysans qui ont gardé un sac caché chez eux commencent à s'inquiéter, car sans moulin, il faut écraser le grain à la pierre, ce qui prend des heures, et brise les poignets. Et les dents? On raconte qu'un homme dans un autre village a essayé de cuire du pain à base de gland et de sable. Il y aurait perdu une prémolaire, mais gagné une paix intérieure. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais vous notez l'idée au cas où.
Le four communal n'est plus utilisé que pour faire sécher les bottes. Les enfants y jouent, parfois, à imaginer qu'ils cuisinent des festins invisibles. Pain au miel, tourte à la poire, beignets croustillants. Vous vous surprenez à les écouter avec un peu trop d'attention. Les femmes tendent des recettes de substitution. Farine de pois, pâte de racines, gâteau à base de fleurs écrasées. Le goût? Vous pourriez le décrire, mais vous tenez à garder vos abonnés. Disons simplement qu'on développe une tolérance très rapide au goût de rien. Les historiens se disputent encore pour savoir à quel point les populations médiévales s'adaptaient dans les crises alimentaires. Certains pensent que l'inventivité culinaire explosait, d'autres affirment que tout le monde mâchait la même chose fade jusqu'à s'endormir de frustration. Votre voisin, un brin poète, affirme qu'il a rêvé d'un pain si parfait qu'il s'est réveillé avec des larmes dans la bouche. Sa femme l'a grondé, croyant qu'il pleurait à cause d'elle. Depuis, il ne parle plus. La famine, ça brise les couples. Dans une petite cabane près des bois, une femme solitaire, qu'on appelle la meunière, même si elle n'a plus de moulin depuis longtemps, commence à faire payer des miettes de farine. Littéralement. Vous lui donnez un morceau de tissu en échange. Elle vous tend une pincée de poussière blanche. Vous la portez au nez. Ça sent la triche, et peut-être un peu la craie. Le seigneur local, bien sûr, continue à recevoir sa ration. On voit parfois ses domestiques descendre jusqu'au moulin, vérifier les mécanismes, comme s'ils attendaient que le miracle surgisse. L'eau par magie, une roue qui tourne, un pain qui sort, et vous là à applaudir. Mais rien ne vient. Un matin, vous surprenez deux adolescents en train de tenter de relancer le moulin à la main. Ils courent autour de la meule, poussant comme des bœufs de foire, transpirant à grandes gouttes. Ils ont entendu dire que, s'ils tournent, la farine viendra. On les laisse faire, parce que l'illusion fait du bien. Les repas deviennent cérémonieux. On étale une bouillie sur une planche, on la coupe en parts égales. Un clou rouillé sert de couteau. On mange lentement, comme si chaque bouchée devait durer un quart d'heure. Et dans les conversations, un mot refait surface. Voler. Mais il est toujours entouré d'un rire nerveux, d'un haussement d'épaules. Voler? Qui? Quoi? Il n'y a plus rien. Même les rats ont déserté. Un soir, alors que vous retournez vers votre maison, vous entendez un chant. Une vieille comptine. Une voix seule, grave. C'est le meunier. Il chante à la lune. Un chant de moulin. Vous ne comprenez pas toutes les paroles, mais il y est question de blé dansant et de roues qui tournent comme des astres. Il pleure en chantant. Et vous vous asseyez, là, dans l'herbe sèche, et vous écoutez. Parce que parfois, quand on ne peut pas faire de pain, on peut encore faire un peu de poésie. C'est l'heure du prélèvement. L'heure où l'on se rappelle que même si vos champs sont vides, vos poches doivent être pleines. La dîme. Le mot a toujours eu un goût amer, mais cette année, il se loge quelque part entre la gorge et l'estomac comme une bouchée de pain trop sec. Un cavalier est arrivé ce matin, accompagné de 2 valets. Le genre de cavalier qui n'a pas planté un navet de sa vie, mais qui connaît le prix d'un sac de blé mieux que vous. Il porte un parchemin avec des chiffres, des noms, des montants. Il lit à haute voix. Il ne tremble pas. Le ciel peut bien être muet depuis 2 mois, lui, il n'a rien perdu de sa voix. Vous regardez votre père négocier, ou plutôt tenter de négocier. Il parle bas. L'autre ne l'écoute pas. Il a déjà coché votre nom. Un fait historique essentiel, la dîme, cette taxe religieuse sur les récoltes, devait être versée quoi qu'il arrive. Sécheresse, invasion de criquets, attaque de brigands, Dieu en colère. Rien de tout ça ne changeait la comptabilité du clergé. Et ceux qui ne pouvaient pas payer en nature devaient payer en argent. Et s'ils n'avaient ni l'un ni l'autre, ils payaient en honte. Le curé, en bon voisin,
dit quelques mots en votre faveur. Mais on le regarde avec ce sourire particulier qu'on réserve aux chiens qui aboient pour rien. Il recule. Il sait qu'il ne peut rien faire. Vous vous souvenez de la dernière dîme, quand vous aviez offert un pot de miel. Le collecteur l'avait flairé, goûté, et vous avait félicité. Ce jour-là, vous aviez ressenti une petite fierté. Aujourd'hui, vous n'avez que 2 navets et un fromage sec qui s'est rebellé contre toute tentative de consommation. Vous le tendez quand même. Le cavalier le prend avec des gants. Le bruit court que certains ont caché leurs réserves, qu'ils ont enterré des sacs de farine dans leur grenier, ou même sous les tombes familiales. Une rumeur raconte qu'un paysan a maquillé ses semences en gravats pour les soustraire à l'impôt, et qu'il s'est fait prendre quand sa fille les a utilisées pour jouer à la cuisine. Mais même dans la tricherie, il faut avoir quelque chose à dissimuler. Et vous n'avez plus grand-chose. Une anecdote circule. Il y a plusieurs décennies, un village entier aurait simulé une épidémie pour faire fuir les collecteurs d'impôts. Ils se seraient couverts de suie, auraient tous fait semblant de trembler, bavant de l'eau salée et criant des psaumes inversés. Le subterfuge aurait tenu 3 heures, jusqu'à ce que l'un d'eux éternue et dise « pardon ». Les historiens débattent encore de l'impact réel de la fiscalité religieuse en période de crise. Certains soutiennent que le clergé faisait preuve de compassion, annulant ou reportant les paiements, tandis que d'autres rappellent les cas documentés de saisies abusives, de greniers vidés et même de terres confisquées. Chez vous, ce soir, on compte les œufs, littéralement. 3. Pas assez pour nourrir une famille, encore moins pour un dû sacré. Mais suffisant pour que le collecteur s'intéresse à votre poulailler. Il note. Il reviendra. Une idée vous traverse l'esprit. Et si vous vous déclariez mort? Peut-être que les morts n'ont pas à payer. Mais vous vous souvenez aussitôt de votre oncle qui avait tenté cette feinte. Il avait fini pendu par les pieds dans le clocher pour fausse déclaration. Et sa veuve avait dû payer double. L'atmosphère dans le village change. On parle moins fort. On se regroupe en petits cercles. On vérifie 2 fois avant d'allumer une lampe. Certains partent au bois, soi-disant pour chercher des herbes, mais personne ne les voit revenir avec autre chose que des visages sombres et des mains vides. Un soir, vous entendez des bruits étranges. Quelqu'un creuse derrière la grange. Vous ne dites rien. Vous savez déjà que c'est votre père qui enterre le dernier sac de graines de fèves. Pas pour maintenant, dit-il. Pour plus tard. Pour recommencer quand tout ça sera passé. Le mot « révolte » n'est pas prononcé. Il flotte. Il rôde. Mais on n'a pas encore assez faim pour cela. Pas encore. Vous apprenez à marcher sans faire de bruit. À cacher les bonnes choses au fond des mauvaises. À sourire même quand vous avez envie de hurler. Et à prier, non pas pour que la pluie tombe, mais pour que l'on oublie de venir frapper à votre porte. Et dans votre sommeil, vous rêvez d'un champ doré, ondulant sous le vent, avec des gerbes de blé si hautes qu'elles vous cagent le ciel. Vous marchez au milieu, sans peur, les bras tendus. Vous ne sentez plus le poids de la dîme. Vous sentez juste la poussière de farine sur vos doigts. Puis vous vous réveillez. Et la première chose que vous voyez, c'est le collecteur à cheval, devant la maison du voisin. Le marché est toujours là, sur la place centrale, mais il a changé de visage. Jadis bruyant et coloré, il ressemble désormais à une scène de théâtre abandonnée, où les acteurs hésitent à monter sur les planches. Vous y allez quand même, parce qu'on y va tous. Pas pour acheter, vous n'avez rien à offrir, mais pour voir, pour sentir l'air collectif de la survie, pour écouter les rumeurs. Les étals sont maigres, quelques pommes de terre trop petites, des racines dont vous ne connaissez même pas le nom, et un pot de graisse douteuse qui a changé de propriétaire 3 fois ce mois-ci. Tout le monde y met le doigt. Personne ne veut être celui qui l'achète. Un fait important. En période de sécheresse médiévale, les marchés devenaient des nids à tension. C'était là que se confrontaient les misères, celles du vendeur affamé
et celle de l'acheteur désespéré. L'économie se transformait en théâtre de soupçons, d'arnaques et de débrouilles. Le prix d'un œuf pouvait doubler en une semaine ou tripler s'il était encore tiède. Vous passez devant un marchand de pain, enfin, ce qu'il appelle pain. Une boule dure comme un galet, grise, ornée de quelque chose qui pourrait être du blé. Il vous dit que c'est une spécialité rustique. Vous lui demandez si c'est comestible. Il vous répond que ça dépend de vos dents. Une anecdote que vous entendez derrière un tonneau. Un homme aurait tenté de vendre des galets ronds en prétendant qu'il s'agissait de bonbons durs venus d'Orient. Il aurait tenu 2 jours avant que sa femme, trop honnête, ne dévoile la supercherie. Depuis, il vend du sel, de la terre salée, pour être précis, mais il la vend bien. Le mot « pillage » commence à circuler. On ne parle pas encore de bandits. Non, pas encore. Mais de gens qui visitent les granges vides, qui empruntent des poules sans les rendre. Des silhouettes qu'on voit rôder entre les champs à la tombée de la nuit. Les enfants jouent à la famine. Ils imitent les adultes, tendent la main, se partagent des miettes invisibles. Vous les observez. Vous ne savez pas s'il faut pleurer ou les féliciter pour leur réalisme. Les historiens se disputent encore sur la criminalité en période de sécheresse. Certains affirment qu'elle explosait, que le vol devenait une nécessité déguisée. D'autres pensent que la peur du châtiment, ou peut-être la solidarité, maintenait l'ordre plus efficacement que dans les temps d'abondance. Un matin, le boulanger du village est arrêté. Pas pour vol, pour tricherie. Il aurait mélangé de la farine avec du plâtre. Un enfant aurait failli s'étouffer. Le curé intervient, demande qu'on le pardonne. Mais les villageois crient. Ils ont faim et ils ont trouvé un coupable. Vous êtes là, parmi la foule. Vous ne criez pas, vous regardez, et vous comprenez que l'ordre, ici, tient à un fil que le vent pourrait briser à tout moment. Le soir, dans l'auberge à moitié vide, on parle à voix basse. Quelqu'un propose de partir, de quitter le village, d'aller vers la ville, là où ils ont des réserves. Personne ne répond, parce que personne ne veut être le premier à fuir, et surtout parce que personne ne sait ce qu'il y a vraiment là-bas. Vous croisez le regard de la tenancière, elle essuie un verre vide, elle vous sourit doucement, puis elle vous glisse une assiette. Dedans, un peu de soupe, de l'eau chaude, 3 feuilles de chou, une pomme de terre tranchée en 6. Vous ne demandez pas d'où ça vient. Vous mangez, lentement. Dans votre sommeil, cette nuit-là, vous rêvez que vous êtes sur un marché immense avec des étals débordants de nourriture, fromage coulant, pain doré, fruits éclatants. Vous y courez, vous ouvrez les bras, mais tout est en cire. Et dans un coin, le boulanger vous regarde, les mains blanches de plâtre. Vous vous réveillez avec un goût étrange dans la bouche. Pas le goût du plâtre, celui de l'attente, de cette tension rance que le marché vous a laissée, comme une pièce de théâtre où personne n'ose encore prononcer la réplique suivante. Le puits est devenu un lieu à part. Ce n'est plus seulement là qu'on va chercher l'eau, ce maigre filet tiède et poussiéreux qu'on ose encore appeler source de vie. Non, le puits, c'est maintenant le théâtre du village. Le dernier lieu de rendez-vous, de murmures, de regards lourds et de silences qui crient. Vous y allez chaque matin, votre seau cabossé à la main, les pieds nus couverts de poussière grise. En approchant, vous voyez déjà la file. Elle n'est pas longue. Mais elle ne bouge pas. Chacun attend, droit comme un piquet, le regard fixé sur les pierres lisses du puits, comme s'il priait une divinité du fond. Le vieux Théobald est là, comme tous les jours. Il a noué un ruban rouge autour de sa corde. Pour porter chance, dit-il, personne n'a le cœur de lui dire que ça ne marche pas. Il chante, parfois, des chansons lentes, sur l'eau d'antan, sur les rivières claires, sur les poissons bavards. Oui, il affirme que les poissons parlaient, à une époque,
quand l'eau était honnête. Un fait marquant. Durant les grandes sécheresses médiévales, l'eau devenait bien plus qu'une ressource. Elle devenait une obsession sociale. Le puits central devenait le centre du monde. Des tensions, des bagarres, parfois des miracles inventés, naissaient dans l'ombre des seaux vides. Un matin, une rumeur enfle. Le puits aurait parlé. Quelqu'un aurait entendu un murmure. D'autres affirment avoir vu une lumière, un reflet étrange, un signe. Une vieille femme jure qu'elle a vu une grenouille vivante remonter avec un seau. Elle en fait le récit à voix basse, entourée de gamins fascinés. Évidemment, aucune grenouille. Mais le simple fait qu'on en parle suffit à redonner un peu d'énergie au village. On commence à regarder le puits différemment, comme s'il préparait quelque chose, comme s'il avait peut-être une surprise. Mais le miracle ne vient pas. Pas d'eau soudaine, pas de grenouille prophète, juste le même filet triste qui coule comme un soupir de fin de journée. Et c'est là que surgissent les stratagèmes. Une femme, fine comme un bâton de balai, installe un petit autel au bord du puits. Elle allume des bougies, dépose des herbes, entonne une mélodie que personne ne connaît. Elle se dit « messagère de l'eau ». Certains la regardent de travers, d'autres s'agenouillent. Vous hésitez. Mais une part de vous veut croire qu'elle sait quelque chose. Un homme du hameau voisin se pointe avec une invention ridicule. Un seau double, percé de 1000 petits trous, censé appâter l'eau en l'invitant à s'élever doucement. On le laisse faire. Son seau se vide plus vite qu'un panier percé. Il repart, mais promet de revenir avec un modèle amélioré. Les enfants jouent à deviner qui aura le plus d'eau. Ils font des paris. Une fille au regard rieur gagne systématiquement. On commence à murmurer qu'elle est liée au puits. Son frère la traite de sorcière. Elle lui lance un seau vide à la tête. Ce sera le plus gros événement du jour. Les historiens s'interrogent encore sur ces rituels improvisés autour de l'eau. Pour certains, ils sont les derniers vestiges des croyances païennes, déguisés sous des formes catholiques. Pour d'autres, ce sont des mécanismes psychologiques, une manière de reprendre un semblant de contrôle sur ce qu'on ne comprend pas. Vous remarquez que les gens se mettent à cacher leurs seaux, à les attacher, à dormir près d'eux, parce que l'eau est devenue aussi précieuse que l'or. Et vous vous souvenez de ce proverbe que votre grand-mère murmurait « Mieux vaut perdre un bijou qu'un seau plein ». Un soir, un homme arrive en courant. Il crie qu'un autre puits, un vieux, dans les collines, a encore de l'eau. On le suit, en file, des torches à la main. L'espoir se traîne derrière chaque pas, mais en arrivant, rien. Un puits scellé, une plaque en pierre, un avertissement gravé. Maudits soient ceux qui réveillent ce qui dort. On rit, on pleure, on rentre. Plus tard, ce même homme confie à votre père qu'il avait inventé l'histoire. « Je voulais juste voir les torches dans la nuit », dit-il, comme une fête. Votre père ne le frappe pas. Il lui offre un peu d'eau, par pitié ou par compréhension. Et puis, un matin, miracle ou hasard, le puits donne un peu plus. Pas beaucoup. Un filet plus large. Un goût moins poussiéreux. Est-ce que c'est la pluie annoncée? Personne n'ose y croire. Mais ce jour-là, le vieux Théobald plonge son ruban dans l'eau, le presse contre son front et sourit. Vous buvez, lentement. Vous ne savourez pas. Vous écoutez. Le bruit de l'eau dans le seau. Le clapotis discret. Une musique. Ce soir-là, vous rêvez d'un puits sans fond, d'une nappe immense cachée sous vos pieds et d'une pluie lente, douce, qui tombe sans fin, remplissant les seaux, les jarres, les cœurs. Et pour la première fois depuis longtemps, vous vous réveillez avec les lèvres humides. Les herbes ne guérissent pas la faim, mais elles offrent quelque chose d'autre, l'illusion du contrôle. Vous marchez donc jusqu'à la cabane d'Isabelle, l'herboriste, niché au bord du bois, là où l'ombre commence à gagner la bataille contre la plaine desséchée. C'est une femme à la peau fripée qui sent la menthe même quand il n'y en a plus, et qui parle plus à ses bocaux qu'aux vivants. Autrefois, elle passait pour une excentrique. Maintenant,
Elle est la dernière pharmacie ouverte. Vous entrez. L'air est lourd, saturé de parfums passés. Lavande, poivre, tilleul, ortie séchée. Sur les étagères, des pots étiquetés à moitié effacés. Sur la table, un tas de feuilles informes, une plume usée, un reste de miel dans une assiette. Isabelle vous regarde sans parler. Elle sait pourquoi vous êtes là. Elle vous tend une infusion. Pour apaiser l'estomac et tromper l'ennui, dit-elle. Vous buvez. Ça a un goût de cailloux humide avec une touche de réglisse. Pas bon, mais réconfortant. Elle hoche la tête, satisfaite. Un fait souvent ignoré. En période de disette, les herboristes prenaient un rôle central dans la survie des campagnes médiévales. Pas seulement pour les douleurs, mais pour l'angoisse, les insomnies, les pleurs sans cause et les ventres vides qui protestaient en silence. On leur prêtait des vertus, parfois exagérées, mais dans ces temps flous, exagérer, c'est déjà espérer. Isabelle vous vend un petit sachet de racines râpées. Vous la payez avec un bouton en bois sculpté. Elle accepte. Tout devient monnaie, tout se troque. Vous apprenez que l'ail sauvage se monnaie mieux que les promesses, et qu'un galet plat peut, avec un peu de peinture, devenir un talisman. Une anecdote étrange vous parvient par un gamin. Un homme dans le village voisin aurait tenté de vendre une potion contre la faim à base d'eau de pluie, imaginaire, d'écorce brûlée et d'un cheveu de son chat. Il prétendait que l'esprit du chat remplissait l'estomac. Il a été banni. Mais le chat, paraît-il, a été adopté par Isabelle. Elle vous apprend à reconnaître les herbes des affamés, la chélidoine qui calme les crampes, la pariétaire pour tromper la soif, la berce qui se mange en soupe, même si elle fait éternuer. Vous hochez la tête, mémorisez. Vous devenez, sans vous en rendre compte, apprenti en survie. Les historiens débattent encore sur la véracité des remèdes populaires médiévaux. Était-ce science empirique ou superstition raffinée? La frontière était floue, très floue. Mais pour vous, si ça calme votre estomac, vous ne demandez pas la bénédiction de l'Académie des sciences. Un soir, vous apercevez une file devant la cabane. Chacun vient pour quelque chose. Des gouttes pour dormir, un onguent pour les corps, une tisane pour oublier les bruits du ventre. Isabelle ne sourit jamais, mais elle écoute. Et elle donne. Parfois juste un mot. Vous y retournez quelques jours plus tard. Cette fois, pour votre petite sœur. Elle ne mange plus. Elle dit que la nourriture la regarde de travers. Isabelle vous tend un petit flacon, brun, fermé d'un bouchon de cire. Une gorgée, pas deux. Vous ne demandez pas ce qu'il y a dedans. Vous avez appris la règle, ce qu'on ne sait pas, on ne peut pas regretter. Votre sœur boit, elle dort, elle ne gémit pas. Et ça suffit. Plus tard, Isabelle vous offre un petit sac, noué d'un fil rouge. « Garde-le sur toi », dit-elle, « contre la mauvaise saison. » Vous voulez lui rappeler que la mauvaise saison est déjà là, mais vous le prenez quand même. Les enfants commencent à imiter Isabelle. Ils cueillent des feuilles, les mélangent dans des tasses, les font goûter aux poules. Une s'est évanouie. Depuis, c'est devenu un jeu qui fera la potion la plus puissante. Isabelle n'intervient pas. Elle les observe amusée, ou peut-être un peu fière. Un matin, en revenant de la cabane, vous croisez un homme assis au bord du puits. Il vous demande si Isabelle peut faire pleuvoir. Vous répondez que non. Il hoche la tête. « Dommage, » dit-il, « parce qu'elle ferait une bonne négociatrice. Ce soir-là, vous préparez une infusion avec ce qu'elle vous a donné. Vous la buvez lentement, et dans le silence de la nuit, vous sentez une chaleur discrète monter dans votre ventre. Ce n'est pas la satiété, pas la joie, juste un apaisement. Et vous vous dites que parfois, un peu d'herbe, une goutte d'illusion et quelques mots calmes peuvent valoir un festin. Il arrive un matin, comme une ombre sur un cheval bien nourri. La poussière ne colle pas à son manteau et ses bottes brillent d'un cuir que vous n'avez même plus la force de jalouser. Un chevalier.
pas un héros flamboyant, pas un sauveur. Juste, un homme sur une monture, bien vivant, bien nourri, bien ailleurs. Il traverse le village sans s'arrêter. Les enfants le regardent, les chiens n'aboient même pas. Trop fatigués, trop confus. Le cheval fait un détour pour éviter une flaque de boue desséchée, le seul résidu d'un ancien abreuvoir. L'homme ne parle pas. Il lève à peine les yeux. Il passe. Et vous vous demandez, est-ce qu'il nous a vus? C'est un fait. En temps de crise, la noblesse reste un monde parallèle. Protégée par ses réserves, ses greniers, ses forêts privées, tandis que vous léchez des racines, ils comptent leurs barils de vin. Tandis que vous priez pour une vache encore debout, ils caressent des lévriers. Ils ne vivent pas avec vous. Ils vivent à côté. Votre père raconte que, jadis, un seigneur avait envoyé un pâté en croûte au village pendant une famine. Un pâté. Un seul. Avec son blason gravé en pâte feuilletée. Un hommage, avait-il dit. Une farce, avait pensé tout le monde. Le chevalier passe. Il ne s'arrête même pas au puits. Vous remarquez qu'il a une gourde attachée à sa selle. Elle teinte, pleine. Les historiens s'étripent, en latin, pour savoir si la noblesse médiévale se préoccupait du peuple durant les grandes crises. Certains citent des cas de seigneurs généreux nourrissant leur village. D'autres mettent en avant les révoltes nées du mépris, de l'abandon. La vérité, c'est que ça dépendait de l'homme, de son humeur, et peut-être de la saison de la chasse. Dans votre cas, le seigneur local n'est pas cruel, il est pire, il est absent. Enfermé dans sa tour, entouré de ses gens, il a envoyé 2 fois un messager. Une fois pour demander si tout allait bien, et une autre pour dire que le chemin menant à son domaine devait rester dégagé. Priorité aux chariots, pas aux charrettes des affamés. Une anecdote circule. Dans un village voisin, un seigneur aurait organisé une fête pour son propre anniversaire pendant une disette. Il aurait fait voler des colombes peintes en or et lancé du pain par les fenêtres, pour le peuple. Le pain, jeté, aurait déclenché une émeute. 3 morts. Une fenêtre cassée. La fête aurait continué. Vous parlez de tout ça avec vos voisins, au marché désert. Personne ne propose de révolte. Pas encore. Mais quelqu'un dit « Il faudra bien qu'ils comprennent un jour. » Un silence suit. Puis un autre répond « Ou qu'ils aient peur. » La peur, ce n'est pas encore ça. C'est plus sournois. Une sorte de lassitude hargneuse. Vous vous surprenez à rêver de vengeance, mais à ne pas avoir l'énergie de la planifier. Et pourtant, un jour, un gamin du village, 7 ou 8 ans à peine, décide de jeter une pomme pourrie sur un chevalier en visite. Pas celui de l'autre jour. Un autre, encore plus gras, encore plus parfumé. La pomme explose sur sa botte. Le silence est total. L'homme fixe l'enfant. Il lève un sourcil et il repart. Ce soir-là, le gamin est un héros. Sa mère lui crie dessus, puis le serre dans ses bras. Une pomme pourrie a fait plus de bruit qu'1 mois de lamentation. Vous commencez à observer le château au loin avec d'autres yeux, non plus comme un bastion de protection, mais comme une forteresse indifférente. Vous remarquez que ses murs brillent encore, que ses torches brûlent chaque nuit, que son puits est gardé. Un jour, Isabelle, l'herboriste, déclare à voix haute « Quand les nôtres mangent des racines et que les leurs rient au banquet, c'est que Dieu dort. » Personne ne répond, mais tout le monde hoche la tête. Vous rêvez cette nuit-là d'une table immense. Au centre, les seigneurs, les chevaliers, les dames en soie. Et tout autour, vous, vos voisins, vos bêtes amaigries qui regardent. Le banquet se transforme peu à peu en chant. Les plats deviennent des mottes de terre. Les couverts se rouillent. Et les rires s'étouffent. Le chevalier du début de cette histoire, vous ne le revoyez jamais. Mais sa trace reste. Son passage a été un rappel brutal. Il y a ceux qui traversent la sécheresse et ceux qui y vivent.
Les moines ne parlent pas beaucoup, mais ils notent. C'est ce qu'ils font. Quand les paysans crient vers le ciel, quand les seigneurs ferment leurs portes, les moines, eux, s'installent à leur pupitre, trempent leurs plumes dans l'encre et consignent. Leurs gestes sont lents, mesurés, comme s'ils copiaient le silence du monde sur des feuilles de vélin. Vous passez près de l'abbaye aujourd'hui, une de ces constructions froides et paisibles, aux pierres claires que la sécheresse n'a pas vraiment noircies. Le potager des moines est maigre, quelques rangées d'herbes basses, des ronces disciplinées. Le jardin de Dieu a faim, lui aussi. Un frère vous accueille à la porte. Frère Émeric. Sa voix est douce, comme le frottement d'un tissu sur une joue. Il vous offre une tasse de ce qu'il appelle « infusion céleste ». Ça a le goût du regret, mais ça hydrate. Il vous conduit dans le scriptorium. Là, dans cette grande pièce où résonne chaque respiration, vous découvrez un monde à part. Des pages partout, des encres aux teintes étranges, des plumes taillées comme des couteaux de dentelle. Et au milieu, un grand registre, le Liber Siccitatis, le livre de la sécheresse. Un fait peu connu. Dans plusieurs monastères d'Europe, les moines tenaient des registres précis des événements météorologiques. Sécheresse, pluie, grêle, apparition de halos autour du soleil, tout était noté. Non pas toujours pour la science, mais pour la mémoire. Car oublier, c'est inviter la catastrophe à revenir. Frère Émeric vous montre une page. Une simple date, suivie d'une phrase. Plus rien ne pousse. Les enfants ne rient plus. Dieu se cache. Vous restez silencieux. Vous ne savez pas si c'est une prière ou un constat. Peut-être les deux. Vous remarquez aussi des dessins, des nuages très stylisés, des gouttes alignées comme des perles. Et parfois, dans la marge, un petit visage triste. L'un des moines, probablement un plus jeune, s'est permis cette fantaisie, ou cet aveu. Une anecdote étrange attire votre attention. Un passage dans le registre mentionne une tentative de créer la pluie en peignant des nuages sur les murs de l'église. Oui, de véritables fresques représentant des cieux orageux, des éclairs bénins, des rivières débordantes. L'idée? Tromper Dieu pour lui rappeler ce qu'il avait oublié de faire. Frère Émeric vous explique que certains moines, à court d'encre noire, ont commencé à écrire avec du vin. Diluer la mémoire dans l'alcool. Vous vous demandez si les mots s'enivrent en descendant le long des pages. Les historiens modernes se demandent si ces chroniques étaient fiables ou poétiques, des données météorologiques ou des lamentations organisées. Mais debout dans cette pièce, entouré de parchemins qui sentent la cire et la poussière chaude, vous comprenez que ce n'est pas la précision qui compte, c'est la trace. Vous demandez si vous pouvez écrire quelque chose. Le moine hoche la tête. Il vous tend une plume. Et là, vous inscrivez, maladroitement. « J'ai soif, mais j'espère encore. » Il sourit. Il note à côté « Temporalis testimonium rusticum », témoignage temporel d'un paysan. C'est officiel. En repartant, vous passez devant la salle du réfectoire. Une dizaine de moines y sont assis, mangeant un bouillon clair et du pain sec. L'un d'eux bénit l'eau comme on bénirait un trésor. Un autre récite un psaume, les yeux clos, les joues creuses. Et là, dans un coin, vous voyez un moine en train de graver une goutte d'eau sur une tablette de cire. Il la refait 3 fois. Toujours la même. Vous vous demandez s'il essaie de s'en souvenir ou de l'inventer. Vous rêvez cette nuit-là d'un monastère en papier, où chaque brique est une page, chaque marche un paragraphe, chaque fenêtre un trou dans la mémoire du monde. Vous marchez à l'intérieur, entouré de mots doux, de versets paisibles, et au centre, un puits de lettres, d'où s'écoule une encre fraîche, bleue, claire comme une rivière. Le matin, vous vous levez, le goût du vin dans la gorge, sans avoir bu. Vous pensez à cette phrase, « Dieu se cache », et vous vous demandez si, quelque part, quelqu'un est en train d'écrire la suite. Le bruit est imperceptible d'abord.
Un claquement léger sur les tuiles, hésitant, discret, presque timide. Vous n'y croyez pas. Vous pensez à une poule maladroite, à une branche tombée, à un rêve éveillé. Mais quand le son revient, plus net, plus nombreux, vous osez y croire. La pluie, elle tombe, enfin. Vous sortez sans vos chaussures, pieds nus sur la terre craquelée qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Les premières gouttes soulèvent des petits nuages de poussière, comme si le sol expirait de surprise. Vous levez la tête. Le ciel, ce traître muet, s'est enfin souvenu de vous. Mais la pluie n'est pas joyeuse. Elle est lourde, froide, tardive. Les gouttes battent sur les toits, ruissellent dans les rigoles oubliées, s'infiltrent dans les jarres à moitié remplis de sable. On court pour poser des seaux, des pots, des barils, tout ce qui peut contenir quelque chose. Vous-même vous attrapez votre vieux chapeau, le retournez et le tenez à bout de bras comme une offrande maladroite. Un fait saisissant dans l'histoire de ces grandes sécheresses, lorsqu'elles prenaient fin, elles laissaient derrière elles une terre trop abîmée pour se réjouir. Les premières pluies ne faisaient pas pousser les plantes. Elles faisaient tomber les murs, érodèrent les chemins, ravivaient les odeurs de pourriture longtemps étouffées. Elles rappelaient tout ce qui avait été perdu. Vous vous abritez sous un arbre. Autour de vous, les villageois sortent, un à un. Certains lèvent les bras, d'autres pleurent. Une vieille femme s'agenouille dans la boue fraîche et rit comme une enfant. Un enfant, justement, essaie de boire directement avec la bouche ouverte vers le ciel. Il tousse. Tout le monde applaudit, mais il manque des visages. Le vieux Théobald n'est plus là. Isabelle non plus. Elle est partie il y a 2 jours, sans mots, laissant derrière elle quelques sachets d'herbe et un mot. La pluie viendra. Soyez prêts. Vous l'imaginez quelque part sous les arbres, souriant en silence. Une anecdote que vous entendez plus tard. Dans un hameau voisin, à la première pluie, une famille aurait dansé nue autour du puits. Ils auraient glissé, ri, puis pleuré tous ensemble. Depuis, on appelle ça le sabbat des humides. Une farce, une tradition, un hommage peut-être. Les historiens, bien sûr, notent les données, le jour, le mois, la quantité. Mais ce qu'ils ne peuvent pas vraiment raconter, c'est ce sentiment étrange qui vous serre la poitrine à cet instant. Cette sensation douce, amère d'avoir gagné quelque chose, mais d'avoir perdu bien plus en chemin. Car les champs sont morts, le bétail, presque disparu, les greniers sont vides, la pluie est là, oui, mais elle arrive comme un invité à un enterrement, avec une bouteille de vin et une blague déplacée. Trop tard, trop fort. Vous marchez jusqu'au moulin. L'eau recommence à couler, timidement. Une flaque se forme. Une roue grince, lentement, comme si elle se demandait si elle avait encore le droit de tourner. Au marché, rien n'a changé encore. Pas de denrées nouvelles, pas de prix qui baissent. Mais une chose flotte dans l'air, la possibilité. L'idée que peut-être, bientôt, quelque chose repoussera. Un enfant, armé d'un bâton, écrit son nom dans la boue. Il rit Ritardo. Vous le regardez faire. Et vous vous dites que c'est ça, la première récolte, ce nom, inscrit dans la terre mouillée. Vous rêvez cette nuit d'un champ sans fin, non plus sec, mais encore nu. Et vous, marchant lentement, une graine dans chaque main. Il n'y a pas de pluie dans le rêve. Juste l'odeur de la terre humide, prête, une promesse. Un silence fertile. Et maintenant que la pluie est tombée, doucement, lentement, presque à contresens, tout semble vouloir s'apaiser. La terre, bien sûr, mettra du temps à guérir. Les sillons devront être refaits, les semences repensées, les gestes réappris. Mais l'air, lui, a déjà changé. Toi, allongé là, les yeux mi-clos, tu sens encore le goût de la poussière, le silence du puits, la cloche de la vache sonnant dans le vide. Mais tout cela s'éloigne, comme un mauvais rêve
qui ne t'a pas englouti, juste traversé. Les ombres, les soupirs, les petits rituels absurdes, ils resteront dans les coins de ta mémoire, mêlés à l'odeur des herbes de l'herboriste et au sourire perdu du chevalier. Mais ce soir, tout ce que tu dois garder, c'est l'image d'une goutte d'eau, tombant sur un sol sec et y dessinant un futur. Respire. Laisse le monde redevenir lent, rassurant, inoffensif. Tu es là, en sécurité. Le moulin tourne à nouveau, les enfants courent dans les flaques, et même les moines recommencent à dessiner des nuages dans la marge. Tout est calme. Tu peux dormir maintenant.